Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture parce que mine de rien, au mois de mai, je vous présente les lectures du mois de mai, j'ai lu pas mal. Donc on y va, comme d'habitude je commence par les lectures que j'ai le moins aimées pour terminer par la lecture que j'ai préférée. Alors c'est un mois de mai un peu en demi-teinte parce que j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai eu quand même deux très bonnes lectures et vous allez voir, j'ai eu pas mal de déceptions. Je commence tout de suite avec ce qui fâche, c'est-à-dire la déception du mois, puisque j'ai lu Bonne nuit maman de Seo Miyae aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai lu dans le cadre du prix des lecteurs, donc sélection 2021 du livre de poche catégorie polar. Alors, le résumé de ce bouquin, on est en Corée, on va suivre d'un côté, alors ils ont des noms... c'est très compliqué parce que tous leurs prénoms, je trouve, se ressemblent. Seon Jeong, je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Elle est criminologue, elle est professeure à l'université et un jour on l'appelle parce que un détenu qui est un serial killer en fait, qui a tué 13 femmes, qui est dans le couloir de la mort, veut se confier à elle et uniquement à elle. Donc on va suivre les entretiens un peu dans ce que je m'imaginais Silence des agneaux, entre cette femme qui est criminologue et ce tueur en série. Ça, c'est un côté de l'intrigue. Autre côté de l'intrigue, au début du roman, le premier chapitre s'ouvre là-dessus, il y a un incendie qui a été donc éteint par les pompiers et on retrouve une petite fille qui serre son ours en peluche dans ses bras et qui va vers les inspecteurs de police parce qu'il s'agit a priori d'un incendie criminel et qui explique aux inspecteurs de police qu'elle veut voir son papa. Voilà, donc ils appellent le papa qui vient. Et donc la petite fille est recueillie par le papa. Alors cette petite fille avait perdu sa maman d'une maladie ou d'un suicide. Et en fait elle habitait avec ses grands-parents. Les grands-parents sont morts dans l'incendie, donc elle se retrouve avec le père. Le père qui ne vivait pas, donc avec la mère, et ça fait 12 ans qu'il n'avait pas vu sa fille. Donc voilà qu'il se retrouve à devoir élever cette fille. Et cet homme, c'est le mari de la criminologue. Vous voyez ? Voilà. Donc on va voir d'un côté le récit de la criminologue quand elle est en prison, qu'elle discute avec le serial killer. D'un autre côté, on va avoir cette gamine de 12 ans qui arrive dans cette famille avec cette belle-mère, avec ce père qu'elle ne connaît pas finalement. Voilà. Et à partir de là, j'ai été hyper déçue parce que tout est prévisible. Alors déjà, ce qui concerne l'intrigue entre le serial killer et la criminologue, je mets les points sur les i tout de suite. En fait, on n'a aucune révélation. Moi, je m'attendais à un truc style Seigneur des agneaux, un peu enquête, pas du tout, puisqu'en fait, nous avons des chapitres également qui alternent avec ceux-là, où on est dans l'enfance du serial killer et en gros, on comprend pourquoi il est devenu serial killer. Voilà, donc en fait la criminologue, elle va le voir en prison, ça sert à rien. L'enquête concernant, l'intrigue concernant la gamine avec la belle-mère, j'ai trouvé aucun intérêt, parce qu'en fait on se doute de tout, la fin ne m'a même pas étonnée. Le père qui n'a pas vu sa gamine depuis 12 ans, qui a eu vraiment que des échanges très lointains, il est médecin mais il s'en fout complètement, il laisse la gamine avec la belle-mère qu'elle connaît pas. Voilà, donc... rien d'exceptionnel dans ce bouquin. Je ne comprends pas d'avoir fait ce choix-là pour cette sélection. C'était pas bon. Pas bon. Des dialogues. Alors je sais pas si ça vient de la traduction, mais les dialogues, je les ai trouvés en carton. Puis on se doute de tout en fait. Voilà, il n'y a aucun suspense. Je me suis pas dit waouh, quelle révélation. Bah non, il n'y en a pas. Donc c'était pas terrible. Ensuite, alors, je suis plus mitigée sur celui-ci. Je vous présente Le Bureau des affaires occultes de Éric Foissy aux éditions Albin Michel. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Dorian, avec Céline, avec Séverine sur Instagram. Et on a tous à peu près le même avis. Donc, voilà l'histoire. Nous sommes en 1830. On est juste après la Révolution de Juillet, c'est-à-dire que il y avait une sorte de république qui avait été instaurée, si mes souvenirs d'histoire sont bons. Et en fait, vous avez Louis-Philippe, donc la monarchie, qui revient sur le trône. Donc vous avez d'un côté ceux qui sont pour la monarchie, ceux qui défendent à tout prix la République. Donc on est dans ce climat politique instable à Paris. Et on va suivre Valentin Verne,
qui est d'abord flic aux mœurs, donc il s'occupe de tout ce qui est prostitution, etc. Et un jour il reçoit pas un coup de fil, mais on le convoque, pour qu'il enquête à la sûreté, donc en gros aux affaires criminelles, sur le suicide d'un jeune homme de bonne famille qui s'est suicidé dans des circonstances un peu étranges, puisqu'il s'est suicidé lors d'une fête de famille. En plus, il devait à ce moment-là être présenté à une jeune femme qui allait devenir sa fiancée, bref. Et donc, Valentin Verne va enquêter, se rend compte que ce n'est peut-être pas un suicide, mais qu'il s'agit peut-être d'un meurtre. Voilà pour l'intrigue. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tout le côté historique. Si vous aimez les romans qu'écrit Jean Daillon, je pense à lui, c'est ce nom qui me vient, où on a une enquête dans un contexte historique très bien décrit, excusez-moi, ce bouquin, vous allez aimer. Parce que c'est hyper, voilà, on a vraiment l'impression de déambuler dans les rues de Paris. Je trouve que vous avez de l'argot, vous avez des anecdotes sur la vie quotidienne à Paris en ce temps-là. Vous avez vraiment le climat politique explosif qui est vraiment très bien rendu par l'auteur. Tout ça, c'est hyper bien fait, ça j'ai adoré ce côté-là. Ensuite, concernant l'enquête, si vous attendez à lire une enquête, une intrigue hyper... dense, passez votre chemin parce que vous serez déçus. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on nous parle du bureau des affaires occultes dans la quatrième de couverture et le titre. On nous dit qu'en fait, Valentin Verne, à l'aide en gros, il s'appuie sur les sciences, style à la Sherlock Holmes, il va fonder le bureau des affaires occultes, et c'est comme ça qu'il va résoudre les enquêtes. Mais en fait, ça n'arrive qu'à la fin. Ça n'arrive que 4 pages, 5 pages, dernier chapitre, voilà. Donc en fait ce roman, c'est un premier tome d'une série, et je pense que c'est plutôt un préquel. C'est comment Valentin Verne, comme c'est un homme qui est féru de science, qui s'intéresse à beaucoup de choses, va fonder le bureau des affaires occultes, et grâce à son empirisme, à ses connaissances scientifiques, va pouvoir résoudre des enquêtes. Donc certes, de temps en temps, il s'appuie sur une ou deux petites choses, mais ça vaut pas Sherlock Holmes. Voilà, je trouve que c'est quand même un cran en dessous et j'ai été déçue au niveau de l'intrigue. Ensuite, il y a quand même des chapitres qui nous parlent d'un Damien. Donc on a le journal de Damien, un gamin qui est séquestré par le vicaire, sorte de croque-mitaine. Ça, c'était très intéressant. On a le pourquoi de ce journal à la fin du livre, c'est très intéressant. Mais l'enquête en elle-même, je trouve qu'elle manque de densité, manque de profondeur. Et encore une fois, pour moi, c'est plus un tome de mise en place de ce qui va se faire par la suite dans la saga. Et je pense que Eric Foissy, quand il va imaginer la suite des aventures de Valentin Verne, là, il y a le bureau des affaires occultes qui va être fondé. Et en effet, il va s'inspirer de la science pour résoudre les enquêtes. Mais là, c'est vraiment le début. Donc, je trouve qu'il y a quand même un manque de quelque chose. Ensuite, j'ai lu... Donc toujours dans le cadre du prix des lecteurs du livre de poche, j'ai lu Oyana de Éric Plamondon, qui est un livre que j'ai bien aimé. Mais par contre ce n'est pas ni un polar ni un thriller, donc je ne comprends toujours pas pourquoi il fait partie de cette sélection, parce que pour moi c'est plutôt du roman contemporain, un peu noir certes, mais rien à voir avec du polar ni du thriller. Alors nous sommes au Pays Basque, où on va suivre donc on est dans les années 70, puis un peu 80, et on va suivre des terroristes de l'ETA. Donc l'ETA, c'est une organisation considérée comme terroriste, qui voulait créer un État basque, puisque la région basque est à la fois espagnole, à la fois française, avec une langue reconnue, et donc ils ont perpétré des attentats sur le territoire espagnol, sur le territoire français. Et on va suivre une jeune femme qui se fait appeler Oyana et qui a plus ou moins participé à un attentat. Je dis plus ou moins parce qu'il faut lire le livre pour comprendre. Et en fait, elle a fui Elle a fui au Canada. Voilà, elle a fui au Canada, elle a refait sa vie là-bas, et un jour, quand elle ouvre le journal, donc on est dans les années 80 je crois, non c'est les années 2000, elle lit un journal, elle voit que l'ETA a été dissoute, l'organisation n'existe plus, donc elle se dit qu'il est temps de rentrer au pays. Et elle va écrire une lettre à son mari, et donc en fait ce qu'on lit c'est
sa longue confession qu'elle adresse à son mari parce qu'elle a caché toute cette vie qu'elle avait laissée derrière elle au Pays Basque. Donc j'ai bien aimé parce que l'auteur vraiment il nous décrit le Pays Basque extrêmement bien, on s'y croirait, c'est vraiment très sympa à lire. J'ai bien aimé tout ce qui concernait, tout ce qui était autour de l'organisation terroriste de l'ETH, je trouve que c'est bien fait. Parfois il nous insère des pseudo-articles de journaux qui résument les choses. Je trouve que ça éclaire les choses bien, c'est assez clair. Après, c'est un tout petit livre qui fait... combien il fait? Même pas 200 pages, je crois. 150 pages. Donc c'est sûr qu'en 150 pages, on n'a pas le temps de développer une intrigue très longue, très dense. Ça manque parfois de profondeur, ça va parfois trop vite. Bref, je peux pas trop non plus vous en parler parce que comme il est très court, j'ai peur de vous en dire trop. J'ai tapé ma chronique, vous pouvez la retrouver sur mon blog qui est un peu plus développée. Mais si vous aimez le Pays Basque comme moi, cette région-là, voilà, si vous faites un petit aller-retour au Pays Basque gratuitement, c'est assez sympa. Et puis, ouais, c'était chouette. Mais moi, je lisais dans la perspective de me dire c'est un thriller, c'est un roman noir, et en fait pas du tout. Donc je suis déçue de ce côté-là. C'est plutôt un roman contemporain pour moi. Alors, on arrive dans des lectures qui ont été plutôt bonnes. Je vais commencer par de la fantaisie. Donc 2 romans de fantaisie qui vont se suivre. Puisque j'ai lu Du roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF que j'ai lu en lecture commune avec des copines sur Instagram. Alors Jean-Laurent Del Socorro, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur français qui écrit principalement de la fantaisie et il a une marque de fabrique, c'est qu'il écrit de la fantaisie historique. J'ai déjà lu de cet auteur Boudica, j'ai déjà lu également Un royaume de vent et de colère et ce roman s'inscrit dans le cadre d'Un royaume de vent et de colère. Si vous n'avez pas lu Un royaume de vent et de colère, ce n'est pas grave du tout. En fait, dans le roman Un royaume de vent et de colère, il y a un personnage qui s'appelle Silas, je crois, et qui est développé là-dedans. Voilà, il a pris un personnage d'un autre roman et il l'a développé ici. Alors, nous sommes au XVIe siècle, si je ne me trompe pas, en Espagne, à Grenade précisément. Et nous allons suivre Sinan et Rufaida, je pense que ça se prononce comme ça, j'ai un doute sur la prononciation. Donc, ils sont tous les deux, ils sont jumeaux, donc un garçon et une fille. Et ils sont ce qu'on appelle des morisques, c'est-à-dire qu'ils sont issus d'une famille musulmane qui s'est convertie, qu'on a converti au catholicisme. Donc ce sont déjà les grands-parents de Sinan qui se sont convertis au catholicisme. Et Sinan et sa famille, devant les chrétiens, devant le public, jouent aux bons chrétiens, mais à la maison, on reste quand même avec une foi musulmane. Et on est dans ce contexte historique, dans ce contexte religieux très intéressant que je ne connaissais pas beaucoup, à Grenade, où en gros, si t'es pas catholique, et soit tu embrasses la religion catholique, dans ce cas-là tout va bien, soit tu la refuses, dans ce cas-là tu es pendu. Voilà, donc les juifs, les musulmans, les protestants, au revoir. C'est vraiment hyper bien raconté, hyper bien fait. Comment est-ce que les musulmans notamment, mais ça peut concerner aussi les juifs, font pour cacher leur foi, comment ils résistent à l'emprise des catholiques, c'était vraiment très très bien fait de ce côté-là. Donc attention, il y a un aspect historique et religieux qui est vraiment très important, mais ça se lit super bien, ça se lit vraiment, c'est d'une fluidité incroyable. Au niveau de l'intrigue, donc on suit Sinan et sa jumelle qui sont élevés par un père qui va devenir de plus en plus violent. Et ce père n'a qu'une obsession, il est guidé par sa vengeance, il veut que les musulmans reprennent possession de Grenade et pour cela, il lui faut la fameuse pierre de dragon. Donc c'est une mythe ou légende qui pourrait lui donner des pouvoirs. Et donc il va charger Sinan et Rufaida d'abord de s'instruire, de faire des études, notamment des études de médecine pour aller enquêter à Montpellier pour essayer de dénicher cette fameuse pierre de dragon censée leur donner des pouvoirs. Donc nous allons suivre d'abord les jumeaux dans leur enfance, puis dans leurs études, leur adolescence à Montpellier, etc. Voilà pour l'intrigue. Alors sachez que si vous aimez la grosse fantaisie, ce livre n'est pas fait pour vous. C'est un soupçon de fantaisie. Alors par contre, si vous avez envie d'essayer la fantaisie, ce livre est fait pour vous. Parce qu'on parle un petit peu, alors il se passe des petits trucs magiques, mais qui sont liés, je pense, plutôt au folklore,
au folklore oriental. Vous avez cette fameuse pierre de dragon dont on parle un peu mais qui n'est pas vraiment développée non plus. Donc c'est une bonne initiation. Après ça reste un roman pour moi très historique, centré sur le cas de la religion en France, en Espagne à cette époque-là. Au niveau de l'intrigue, j'ai pas non plus été hyper emballée. C'est bizarre parce que ce bouquin fait quand même 350 pages. Je l'ai bouffé et j'ai pas vu. En fait, j'ai vraiment pas vu passer les pages. Il se mange. Mais quand je vous en parle aujourd'hui, je me dis qu'il m'a manqué un petit quelque chose et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je pense qu'il m'a manqué un peu de densité. C'est-à-dire qu'on suit les personnages, on attend qu'il se passe quelque chose de grand, de fort. Et cette chose ne se passe finalement jamais. On est toujours un peu sur notre faim. Voilà, donc ce qui m'a gêné aussi, c'est que c'est raconté au présent. Je pense que ça m'a gêné. Moi, j'aime bien quand même quand c'est raconté au passé simple, à l'imparfait. Voilà, il m'a manqué un truc. Mais c'était vraiment c'est un bon bouquin. Mais je reste sur ma faim et d'ailleurs la fin du livre nous a un peu désappointés avec les filles. On s'attendait pas à ça. Donc c'est un roman que je peux vous conseiller si vous avez envie de commencer la fantasy. C'est un roman que je peux vous conseiller si vous vous intéressez à l'histoire, au roman historique et à tout ce qui touche la religion. Ça c'est très intéressant. Après voilà, l'intrigue n'est pas ouf non plus. Ensuite, je continue avec de la fantasy, cette fois-ci je pense un petit cran au-dessus. Alors pour le coup de la vraie grosse fantasy, hein, puisque j'ai lu Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson aux éditions Bragelonne dans leur collection Big Bang, qui est en fait leur collection Young Adult. Alors, c'est un roman que j'avais acheté, je crois l'année dernière, au mois de septembre, au mois d'août, parce que je l'ai vu passer, il y a des copines qui l'avaient lu, qui avaient adoré, notamment Laure l'avait aimé, Céline l'avait aimé. Donc je me l'étais pris, je lis peu de young adult et en fait j'ai été très agréablement surprise par la plume de Margaret Rogerson parce que je m'attendais à un truc, parce que ça met quand même en scène une jeune fille qui a 16 ans, donc je m'attendais à un truc au niveau du style en rapport avec une fille de 16 ans et en fait non, on est dans de la fantasy, je trouve vraiment très très bien écrite. Donc nous suivons dans un univers complètement fantasy Elisabeth qui a 16 ans et qui s'apprête à devenir une gardienne de la bibliothèque. Donc, gardienne de la bibliothèque, qu'est-ce que c'est? Dans ce monde de fantasy, il y a de très très grandes bibliothèques qui ont été fondées et on y garde des livres, notamment des livres qui peuvent être dangereux parce que si ces livres tombent entre les mains de mauvaises personnes, le sort de l'humanité peut être scellé. Donc, Elisabeth devient gardienne de la bibliothèque et elle doit donc faire attention que personne ne s'empare de ses livres. Sauf qu'un jour, la bibliothèque dans laquelle elle travaille est attaquée, sa tutrice et sa directrice est assassinée, on soupçonne Elisabeth d'avoir commis cet assassinat, et donc, ni une ni deux, on lui passe les fers aux mains et on l'emmène dans une ville, je sais plus trop où la ville, je me rappelle plus. En tout cas, elle est escortée par un sorcier qui s'appelle Nathaniel Thorne, qui est issu d'une très grande famille de sorciers nécromanciens, sachant que les gardiens des bibliothèques ne peuvent pas piffer les sorciers, parce que la sorcellerie, en fait, a été très mal vue pendant des siècles, elle est autorisée sous couvert, vraiment elle est très contrôlée, et souvent les sorciers sont très mal vus. Et en fait, Elisabeth va s'apercevoir, au fur et à mesure de ses petites enquêtes à droite à gauche, que les attaques de bibliothèques vont se perpétrer un peu partout dans le pays et que quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Voilà pour le pitch. Donc on va suivre cette jeune fille qui, pour moi, est un personnage de fantasy très bien réussi, notamment pour cette collection Big Bang qui va plutôt s'adresser quand même à des ados ou à des jeunes adultes parce qu'on n'a pas du tout une héroïne niaise pour un sou, mais pas du tout. J'ai trouvé qu'elle était vraiment très bien réussie, elle a beaucoup de maturité, elle se laisse pas faire, elle a la tête sur les épaules, elle est très combative, très énergique. Il y a une petite romance là-dessous, vous vous doutez bien, qui arrive, qui pointe son nez, mais ça reste vraiment en arrière-plan. Je craignais ça en fait, moi je craignais vraiment que la romance prenne le dessus, mais en fait pas du tout, ça m'a pas gênée, parce que alors moi les romances, j'aime pas du tout ça. L'univers est super bien développé, j'ai adoré
En fait, j'ai adoré tout ce qui était décrit dans les bibliothèques avec ces livres plus ou moins dangereux. Les livres, certains livres ressemblent, vous savez, à ce qu'on voit dans Harry Potter, les livres qui sont dangereux, là, qui peuvent vous mordre, c'est un peu ça. C'était hyper bien. La première partie, je l'ai bouffée. J'ai trouvé ça vraiment hyper bien raconté, hyper bien décrit. On a envie de savoir ce qui se passe dans ces bibliothèques, qui est Nathaniel, etc. Nathaniel, il a un démon qui s'appelle Silas que j'ai adoré. Je crois que c'est mon personnage préféré du bouquin. Il y a quand même un gros coup de mou au milieu du livre où il se passe plein de choses, mais ces plein de choses sont assez répétitives. Donc ça m'a un peu, je vous le dis, ça m'a un peu ennuyée au milieu de bouquin. Et puis en fait à la fin ça repart, donc heureusement ça a sauvé ma lecture. Voilà, donc ça fait ça, ça redescend un peu et après ça remonte. Et ouais, je vous le conseille parce que c'est vraiment un très très bon univers de fantasy comme on en lit rarement. Avec tout cet univers de bibliothèque, moi bah je n'ai pu qu'adhérer et voilà, donc je vous conseille véritablement ce bouquin. On arrive dans mes deux derniers livres que j'ai à vous présenter. Donc on passe cette fois-ci à un thriller, un polar. Donc j'ai lu Le Cercle des mensonges de Céline Dangean aux éditions Marabout dans leur collection Black Lab et j'ai beaucoup aimé ce bouquin. C'est pas un coup de cœur, mais on le frôle. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien construit. Donc on est à Toulouse déjà, ça change de Paris. On suit d'un côté la capitaine de gendarmerie, Héloïse Bouquet, qui d'ailleurs est une héroïne récurrente chez Céline Dangean. J'ai pas lu les autres livres qui mettent en scène Héloïse Bouquet, ça m'a pas gênée, vous inquiétez pas. Donc on suit Héloïse Bouquet, qui est gendarme, et on l'appelle parce que dans la forêt, on a retrouvé le corps d'une femme étranglée. Voilà, ça, première chose. De l'autre côté de Toulouse, on va suivre des flics qui, eux, sont appelés sur, a priori, un suicide, un jeune homme de très bonne famille, puisque c'est le neveu du ministre des Finances, je crois, s'est jeté d'un immeuble et s'est suicidé. Voilà. Mais dans une ruelle, à 2 pas du suicide, on retrouve le corps d'une femme de ménage, lardée de coups de couteau. Hasard ou coïncidence, bref. Donc en fait les deux intrigues, du côté des flics, du côté de la gendarme, vont se dérouler en parallèle, et bien sûr vous comprenez qu'à un moment donné elles vont se rejoindre. Elles se rejoignent assez tard dans le bouquin, mais c'est pas du tout gênant. C'est une intrigue qui va reposer sur... comment vous dire, pour pas trop vous en dire non plus... En fait, c'est une intrigue finalement assez classique. On va se diriger vers recherche de preuves, interrogatoire. Voilà, une intrigue vraiment très classique de ce côté-là. Vous ne serez pas surpris. Par contre, on se dirige vers quelque chose qui a un lien avec les laboratoires pharmaceutiques. Et je trouvais que c'était hyper bien, hyper intéressant. D'ailleurs, la fin annonce une suite à ce bouquin. Que ce soit... D'un côté, l'enquête de Héloïse, c'est passionnant. De l'autre côté, l'enquête du flic qu'on surnomme le zèbre, parce qu'en fait il est noir et il est atteint de la maladie du vitiligo. Vous savez, c'est cette maladie qui dépigmente la peau et en fait son visage est zébré, donc on le surnomme le zèbre. J'ai adoré ce personnage. Il s'appelle Urbain Malot, dit le zèbre, et vraiment c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi Héloïse. J'ai trouvé que quand les enquêtes se rejoignent, c'est pas du tout factice, ça s'emboîte parfaitement. En fait, c'est véritablement, je pense, comme une enquête pourrait se dérouler dans la vraie vie, avec des vrais policiers, avec des vrais gendarmes. C'est-à-dire qu'on avance, on se plante, fausse piste, les interrogatoires qui ne mènent à rien, parfois voilà, 2 enquêtes qui sont menées dans 2 villes différentes et on se rend compte que finalement il y a des similitudes. Je pense que Céline Dangean, elle tape vraiment très juste. Elle a un propos très juste à propos des enquêtes des flics, des gendarmes. Je pense que ça se rapproche assez bien de la réalité. Et ouais, c'était bien. Je vous le conseille parce qu'il y a du rythme. Je me suis ennuyée à aucun moment. Pourtant c'est une grosse pavasse. Il fait 460 pages. Donc oui, il est assez gros, mais je ne me suis pas ennuyée, en fait, je l'ai dévoré ce bouquin. Donc je vous conseille vraiment, c'est une très très bonne enquête.
Et enfin je termine, allez si ça va être un petit coup de cœur quand même parce que j'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai faite avec Dorian. On s'est lu La Duperie de Guenièvre. Donc le tome 1, L'Ascension de Camelot, c'est de Kirsten White aux éditions de Saxus. Donc moi j'ai la version, comment on dit, brochée. Alors il y a eu une polémique sur Instagram parce que la version, alors pas la version brochée, mais la version hardback, parce que Dorian avait la version hardback, elle est truffée de coquilles apparemment. Moi j'ai pas eu ce souci dans la version brochée. J'ai eu des petites coquilles que je peux rencontrer dans n'importe quel bouquin, donc ça m'a pas gênée. Voilà, donc sachez-le, il y a moins de fautes d'impression dans celui-ci que dans l'autre. Alors, dans ce bouquin, on est encore une fois dans de la fantaisie et je peux aussi vous conseiller ce roman de fantaisie si vous voulez vous initier au genre parce que c'est pas non plus de la grosse fantaisie avec des gros sabots. Et si vous aimez la légende arthurienne, ce livre est fait pour vous et moi j'adore la légende arthurienne. Donc on est au royaume de Camelot, le fameux royaume fondé par Arthur et par ses chevaliers. Et au début du roman, nous suivons Camelot qui va chercher sa future femme, Guenièvre. Et Guenièvre a une mission particulière. Elle doit protéger Arthur parce que la magie à Camelot a été bannie. Merlin l'Enchanteur, donc celui qu'on connaît sous le nom de Merlin l'Enchanteur, a été banni de la cité de Camelot. Et cette Guenièvre a quelques petits pouvoirs magiques, et en secret bien sûr, puisque Arthur ne le dit surtout pas à quiconque. Il le sait qu'elle a des pouvoirs magiques, elle vient pour, avec quelques petits sorts très simples, essayer de protéger Arthur que l'on menace. Donc c'est un roman dans lequel il ne se passe pas grand chose. C'est ça qui est très contradictoire, c'est qu'il se passe presque rien au niveau de l'intrigue. On suit Guenièvre, qui n'est pas vraiment Guenièvre, mais ça je vous laisse découvrir. La quatrième de couverture vous le dit. Déambuler à Camelot, rencontrer tous les chevaliers. Alors moi j'ai trouvé ça génial. On trouve tous les chevaliers hyper connus. On trouve Tristan, on trouve Yvain, on trouve Lancelot. Parfois revisité, remis un petit peu au goût du jour. Et je trouve que ça donne bien du peps à la légende arthurienne. Donc elle déambule dans Camelot avec Brangien qui est aussi un personnage très connu dans la légende arthurienne. Donc on va suivre en fait cette Guenièvre qui s'adapte à son nouvel environnement, qui commence à connaître son mari, Arthur, puisque c'est un mariage arrangé. Il se passe pas grand chose, elle fait ses petits sorts à droite à gauche, elle assiste à des joutes, elle assiste à des tournois, elle assiste à des banquets, voilà, il se passe pas grand chose. Alors il se passe quand même des choses à la fin du roman qui donnent du rythme, mais c'est très paradoxal parce que, et on en a convenu tous les deux avec Dorian, il se passe pas grand chose mais on a adoré. Voilà, moi j'ai adoré l'ambiance, on est à Camelot, on est avec les chevaliers, on est avec les princesses, on est avec Guenièvre, on a des petits secrets qui nous sont révélés au fur et à mesure. C'est vraiment une ambiance, une atmosphère, la légende arthurienne. Et moi c'est vraiment un petit coup de cœur pour moi parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper bien fait, c'est bien écrit, voilà. Que vous dire de plus? Donc ne vous attendez pas à un truc où il se passe tous les chapitres une action, non. C'est vraiment un tome de mise en place où l'auteur déroule vraiment tranquillement ses personnages, la personnalité de ses personnages, son intrigue. À la fin il se passe des choses, certes, qui présagent un deuxième tome un petit peu plus énergique, mais c'est vraiment un livre que j'ai aimé, qui était assez doux finalement. Donc je vous le conseille. En plus il y a toujours un travail, je trouve, d'édition remarquable chez De Saxus. Alors je sais que souvent ils reprennent les couvertures anglaises, enfin anglo-saxonnes, mais je trouve que c'est vraiment très réussi. Donc je ne peux que vous conseiller ce bouquin que j'ai adoré. Voilà, c'en est tout pour mes lectures. Vous voyez, je vous ai quand même présenté pas mal de choses. J'ai essayé d'être rapide pour pas que cette vidéo dure très longtemps. Il faudrait quand même que je vous fasse un book haul. Là, ce serait, je pense, assez urgent. J'attends encore des trucs, donc je vais attendre que la fin du mois de mai se termine. Et puis je vous tournerai ça, je pense, courant de semaine prochaine pour le book haul. Voilà. C'en est fini de ce point lecture. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, de venir et de laisser des petits commentaires, de me dire si vous avez envie de lire ces livres, si vous les avez lus, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, etc. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite écouter de belles journées ensoleillées avec de belles lectures. Je vous dis à bientôt. Ciao!